Noélie Morizot, bonjour, bienvenue chez Castelet, notre chaîne d'entretien qui s'intéresse à celles et ceux qui font vivre les arts de la marionnette. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter brièvement, s'il te plaît? Eh bien, bonjour, je m'appelle Noélie Morizot, j'ai 38 ans et je suis, comédienne marionnettiste et metteur en scène pour la compagnie Tête aux pieds. Et comment t'en es arrivée à devenir comédienne et metteur en scène? Ah, ça commence, à être une histoire qui remonte un peu. Tout simplement, j'ai commencé le théâtre au lycée. Il y avait une option, théâtre, qu'on pouvait choisir, voilà, en sortant de troisième. Et moi, je voulais faire une seconde, théâtre au lycée et il se trouve que j'ai été acceptée et j'ai commencé les ateliers, j'ai adoré. Je trouvais ça pas forcément évident, mais j'ai vraiment eu, beaucoup de passion, d'un coup, à un âge où je pense, on est ouvert à beaucoup de choses aussi, où quand on a une passion, ça arrive souvent avec beaucoup de force, beaucoup de présence. Et j'ai l'impression que c'est un âge aussi où on est une éponge, on prend beaucoup. Et j'ai eu la chance, d'avoir, 2 très bons professeurs et dont un, Nicolas Faure, qui s'intéressait beaucoup, au jeune public et à la marionnette. Et donc assez vite, j'ai été voir, des spectacles de marionnettes et donc finalement, c'est rentré dans ma vie, assez tôt, je dirais. Et puis, à la sortie du lycée, j'ai fait, une fac, de lettres et arts en parallèle d'une école de théâtre. Donc, finalement, une école de théâtre très classique et il me manquait quelque chose de plus plastique, et de plus corporel aussi. Et donc, je me suis intéressée aux arts du masque, d'abord, et notamment sa fabrication. Et ensuite, j'ai continué à chercher, ça a pas, je me suis pas arrêtée là, je me suis intéressée au mime corporel. Donc j'ai fait, une formation de mime corporel entre la France et les États-Unis et quand je suis rentrée, là je me suis, intéressée, plus techniquement à la marionnette en même temps que, j'ai décidé de créer une compagnie de théâtre. Et pourquoi tu t'es intéressée pourquoi tu t'es dit je vais faire de la marionnette du coup? Eh bien, parce que je trouvais que déjà c'est souvent des univers, que je trouve extrêmement riches et complets et qui se renouvellent, énormément. Je trouve que les propositions sont très variées, que l'on peut voir énormément de choses très différentes et que c'est tout le temps en recherche et qu'à chaque fois j'ai été, très surprise des propositions qui sont souvent, aussi, liées à des écritures. Je trouve que l'écriture de la marionnette est là aussi extrêmement riche et je me suis dit: «Mais c'est quand même, un médium extraordinaire et qu'on peut se permettre, de réinventer tout le temps». Ça me plaisait beaucoup aussi ce rapport à, je pense, au visuel, à la plasticité et donc j'ai continué, à me former et je me suis inscrite, à la classe marionnette, du conservatoire d'Amiens. Et donc c'est un brevet des arts de la marionnette qui, dure 2 ans, donc sous la direction de Sylvie Bayon et d'Éric Goulouzel et donc là, je me suis vraiment, vraiment lancée. Et le masque, tu trouvais pas cette même richesse de propositions, d'inventions? Ben, pas c'était pas au même endroit pour moi, parce que j'ai l'impression que la marionnette, même s'il y a des liens, pour moi, c'est vraiment des arts, cousins. Hem, je trouve que la marionnette, il y a un endroit où tu peux projeter, un autre. Tu peux projeter un univers qui n'est pas, forcément, sur ton corps et ça peut, mais, ça peut souvent aussi être manipulé et ça, je trouve ça extraordinaire parce que tu peux varier les formats, tu peux, varier, les textures, tu peux varier, à peu près tout. Il y a tout à créer et c'est pas que dépendant de ton corps. Heu, ton corps est un vecteur pour donner vie
Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et puis, j'aime aussi beaucoup l'idée que la marionnette, souvent, il y a un côté, je trouve, euh, très social. C'est-à-dire que la marionnette, tu peux aller partout avec. Les gens ont souvent un a priori très positif. Alors, même si aujourd'hui on travaille beaucoup sur le fait que la marionnette, ce n'est pas que pour les enfants, euh, je trouve que oui, c'est très large dans les publics que ça peut toucher. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, de me dire que ça peut être un théâtre pour tous. Et alors la formation à Amiens, ça se passait comment? C'était combien de temps? C'était 2 ans intensifs? C'était comment? Alors non, pas intensif, justement, c'est un lundi par semaine sur 8 heures. Donc c'est ça que moi j'ai trouvé très très bien parce que j'arrivais quand même à un âge où bah, je travaillais. Je travaillais avec ma compagnie, parfois avec d'autres. Et donc, on a quand même besoin de temps, que ce soit en résidence, en tournée, pour jouer. Donc, quand tu t'y inscris, tu sais que tu pars pour minimum un an, idéalement 2, sur une formation qui, tu vas baliser les lundis. Tu vas avoir 8 heures consacrées à la marionnette et que tu vas faire grandir comme ça dans ta vie. Et je trouve que ça permet aussi d'ouvrir les arts de la marionnette, pas forcément qu'à des étudiants. C'est pareil, c'est une possibilité, mais pas que. Tu peux avoir déjà eu ton parcours d'adulte, ton parcours d'artiste et te dire, tiens, j'ai envie de découvrir cet art-là. Et ça, je trouve ça riche parce que aujourd'hui, on a souvent des formations qui sont fermées à partir de 25, 26, 27 ans. Donc, ouvrir comme ça un parcours artistique public sur un temps long, sous ce format-là, je trouve ça assez intelligent. Et vous étiez combien du coup dans la formation? Eh bien, la première année, il faut que je me rappelle, mais je dirais que la première année, on devait être 10. Et la deuxième année, on devait être 8. Une dizaine quoi. Oui. Et les intervenants, c'était seulement Sylvie et Eric ou il y avait d'autres personnes Alors, c'était principalement Sylvie et Eric. Et après, il y avait des stages ponctuels. Notamment, nous, on a eu Pierre Tual qui est venu donner un stage. Voilà, on avait des intervenants, je crois que c'était une fois, c'était un week-end par trimestre. Et puis, il y avait les parcours marionnettiques qui étaient mis en place, qui étaient en supplément pendant pendant la période scolaire, avec le Tas de Sable, compagnie chez Panse Verte. Voilà. Et donc ça, c'était des stages qu'on pouvait faire aussi sur un week-end de 2 ou 3 jours selon les intervenants. Et du coup, avec qui t'as accroché pendant cette formation? Qu'est-ce qui t'a plu dans toutes ces diverses expériences que tu as eues en formateur? C'était qu'on était très très libre. Alors parfois c'était quelque chose qui moi pouvait me désarçonner parce que avoir un cadre ça peut aussi rassurer et une consigne claire, se dire c'est ça qu'il faut faire de manière peut-être un peu scolaire. Et là on était vraiment très libre dans les formats qu'on pouvait proposer. Sylvie nous donnait une consigne et c'était à nous souvent aussi de l'interpréter. Alors bien sûr, il y avait des attendus à la fin, mais avec le sujet, on pouvait là aussi s'emparer du format, du temps et des matériaux. Donc une fois qu'on a intégré l'idée qu'on est libre, ça peut donner en fait beaucoup de créativité. Et moi, c'est comme ça qu'est né NUAC. C'est dans cette formation-là où la consigne est partie d'un haïku. Il fallait présenter un haïku marionnettique avec un compositeur. On était en lien avec la classe de composition musicale du Conservatoire de Lille. Et donc j'ai rencontré Anthony,
qui aujourd'hui fait les musiques de Nuac. Et Nuac est né comme ça, à partir d'un haïku marionnettique. Et au niveau des techniques et des instruments que vous aviez à disposition, est-ce que vous avez construit ou est-ce que vous utilisiez les instruments de la compagnie, les marionnettes, pardon? Non, moi j'ai construit un prototype d'une marionnette. Ça faisait partie de la formation, il y avait de la construction aussi, c'est ça? Oui, oui, oui. Et pour ce faire, on allait souvent donc à l'atelier du tas de sable. On avait pareil des week-ends mis à disposition, parfois donc des lundis, pour essayer, tester et rater. Parce qu'on est quand même un métier où on teste beaucoup. Et avant de réussir, j'ai l'impression qu'il faut rater. Ou en tout cas, comprendre ce qui marche moins bien. Et puis ça prend du temps. Ça prend du temps de construire. Moi, je ne suis pas constructrice de métier. Donc forcément, il y a des matériaux qu'on essaie. Ça ne marche pas comme on veut. On a des images en tête. Moi, dans ma tête, c'est toujours un festival. Et puis, quand j'arrive au plateau, je me dis, mais alors non, j'avais imaginé ça. Là, il faudrait un ressort. Là, il faut un élastique. Il manque un aimant par-ci, un aimant par-là. Enfin, en fait, non, ça ne tient pas. Voilà, ça, c'est vraiment tout un temps d'expérimentation, mais que j'adore aussi dans la marionnette. Je trouve que c'est un luxe qu'on peut prendre, ce temps-là. Oui, d'essayer, d'échouer, de recommencer, de comprendre. Et voilà, même si parfois c'est dur, il faut accepter que ça ne marche pas tout de suite, tout de suite. Et au niveau des techniques que vous avez exploré du fil, la gaine, la marionnette sur table, marionnette portée. Vous avez exploré un peu de tout, Pas tout. Tu veux dire dans la formation? Oui, pardon. Non, pas tout. On a eu beaucoup de marionnettes sur table. On a beaucoup testé la matière aussi, par exemple le papier journal, le plastique. Et aussi, on avait de la marionnette portée. On a eu tout un moment là-dessus, et de l'ombre. Voilà. Et moi, c'est quelque chose que j'adorais, l'ombre, que j'adore toujours, que j'utilise beaucoup dans mes spectacles. Et ça, c'est vrai que oui, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ces moments-là. Et c'était il y a combien de temps, du coup, la formation? C'était il y a combien de temps? 2018-2020. D'accord. Donc il y a 6-7 ans. Oui, c'est vrai que ça fait un petit moment. Et au niveau de la professionnalisation de toi, de ton parcours, de ta compagnie, est-ce que ça a été facile de rentrer dans la vie active, de devenir intermittente? Non. Comment tu parlerais de ce moment Mais je dirais que ça s'est fait en plusieurs étapes. Parce que j'ai créé la compagnie, donc j'avais 27 ans. Et c'était très... J'essayais de bien faire, mais là aussi, quand on fait des formations avec des parcours artistiques, on est très peu formé à qu'est-ce que c'est qu'une compagnie, et notamment qu'est-ce que c'est que la gestion administrative, la gestion financière. Et c'est quand même deux sujets extrêmement importants quand on crée une structure. Et comment on parle de ses projets, à qui on parle, comment on prend un rendez-vous. Enfin, tous ces sujets-là, moi j'ai l'impression qu'ils sont essentiels déjà pour se structurer. Et moi, c'est quelque chose où j'ai mis du temps à apprendre, comprendre, mettre les outils en place. Et puis savoir s'entourer, ça aussi je pense que c'est essentiel, savoir bien s'entourer. Et là aussi, on essaye, on apprend, parfois ça ne fonctionne pas, on recommence. Donc c'est pareil, monter une production, c'est pas quelque chose d'inné. Et aujourd'hui, on sait que pour faire vivre un spectacle, avoir une bonne production, des partenaires autour de soi, en plus d'une bonne équipe, c'est très, très important. Et moi j'ai commencé comme ça, en me disant: «J'ai un désir artistique,
je me lance, sans avoir forcément tout ça en tête. Donc après j'ai compris, mais donc oui, ça a été en étapes, avec, des rencontres, heu, comprendre aussi, là où je voulais aller, me diriger avec la compagnie. Qu'est-ce que je voulais vraiment faire? J'ai aussi appris à dire non, parce qu'au début, on dit oui à tout, ce qui n'est pas, forcément, une bonne idée parce que, bah, il y a des lieux qui correspondent pas au spectacle, il y a des conditions, qui ne sont pas, toujours acceptables. Donc ça, voilà, c'est aussi un apprentissage, là où au début, j'étais tout feu tout flamme, voilà. Aujourd'hui, j'ai appris à à construire quelque chose, d'abord, en production, le faire bien en amont pour que, ça ait une durée de vie, que j'espère, à chaque fois très longue. Et au niveau de la... Où est-ce que tu es allé prendre les outils, par exemple, d'administration, de gestion des payes, des salaires, des productions? Bah, déjà, j'ai compris que ce qui était important, c'était de déléguer parce qu'on ne peut pas tout faire et on ne sait pas tout faire et il y a des gens dont c'est le métier. Donc ça, c'est très important. Et bah, il y a beaucoup de formations, via les maisons des associations, qui délivrent justement ces connaissances-là et qui expliquent en fait quels sont les métiers, qui sont les personnes que l'on peut contacter. Et j'ai beaucoup aussi demandé autour de moi, aux autres, compagnies, comment elles faisaient, aux personnes qui avaient, bah, des années de compagnie. Et au fur et à mesure, voilà, de recommandation en recommandation, de rencontre en rencontre, ce qui là aussi, m'a pas empêché de me former, quand même sur certains points, oui, administratifs parce que il faut se tenir au courant. Mais encore une fois, c'est pas le cœur de mon métier et c'est quelque chose de très chronophage, je trouve, dans une structure. Donc il faut prendre ce temps, à la fois d'être informé, mais de dire, voilà, il y a des personnes compétentes sur ce sujet et entourons-nous. Mais t'as pas trouvé de lieu magique ressource où il y aurait des informations là-dessus? C'est plutôt en allant picorer à droite et à gauche les informations ou chez les compagnies déjà existantes ou... Oui, plutôt, plutôt, plutôt. Heu, Là, effectivement, je cherche, en même temps que tu me poses la question. Après, il y a des journées de formation, hem que tu peux trouver dans les réseaux pro. Par exemple, moi, la compagnie, elle est basée en Hauts-de-France. On a un réseau qui s'appelle Acte Pro, voilà, qui donne des journées comme ça où on peut s'inscrire, comme, le réseau Jeunes Publics Hauts-de-France, voilà, qui peuvent donner des outils. Mais, voilà, il faut accepter que c'est des temps, c'est du temps à donner et puis, ça fait pas forcément de nous, des professionnels, par exemple, bah, de la comptabilité ou, oui, de l'administratif et vraiment, il y a des métiers où les personnes sont formées, à ces compétences et c'est très important de se mettre en lien avec elles. Et au niveau de la construction des dossiers, par exemple, est-ce que tu fais ça avec quelqu'un? Est-ce que tu fais ça toute seule? Oui, je fais ça, alors je fais pas ça toute seule, mais ça, par exemple, c'est quelque chose que j'adore faire. Enfin, pour moi, oui, il y a un côté, comment dire? Il y a un côté, un peu carré sur le dossier, mais je trouve que ça peut être, un outil, très créatif, le dossier. Donc là, j'y prends beaucoup de joie, par exemple. Mais soit, je travaille avec une graphiste, soit, je peux faire ça aussi avec la scénographe où on est, de concert, sur ces visions-là. Parce qu'aussi le dossier, c'est ce qui va, présenter, la compagnie, le spectacle et ça par contre dans mon parcours, c'est quelque chose auquel j'ai, je crois, toujours accordé beaucoup de soin parce que c'est aussi un rapport tout de suite très visuel au spectacle et comme nous, c'est vraiment, bah, notre cœur de travail, l'aspect, visuel, esthétique, du coup ça j'y consacre un temps, important. Et aussi un budget, parce qu'aujourd'hui le graphisme, construire des beaux dossiers, c'est non seulement du temps, mais des budgets qu'il faut avoir en tête.
On va parler de ta venue ici à Avignon, parce que tu es quand même venu à Avignon. Je crois que c'est la première fois que tu viens avec Oui, ta compagnie à Avignon. Euh, pour toi, il débute quand le parcours avant d'arriver ici? il Quand démarre. est-ce que tu as l'idée? Enfin, vraiment, quand est-ce que ça débute le moment où on est maintenant, quoi? Pour toi, Eh bien, il démarre bien, bien en amont. C'est une décision qui se réfléchit vraiment très longtemps en avance, tout simplement pour des raisons déjà de budget et ensuite de lieu qui va pouvoir nous accueillir. Évidemment, on a envie d'être dans un lieu où on se sent bien, où on sait qu'on va être accueilli dans de bonnes conditions, parce qu'on sait qu'Avignon, c'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est toujours un sujet. Donc il faut envoyer une candidature et puis il faut savoir si on a les moyens de partir. Ça, en tout cas, pour nous, la compagnie Tête aux Pieds, c'est un gros sujet parce qu'on sait que c'est toujours un risque financier à Avignon. Donc, nous, on a fait d'abord des demandes de subventions. Avant de partir, elles n'ont pas toujours été acceptées. Donc, on a fait plusieurs demandes. Pas f- D'abord, on avait fait une demande pour notre précédent spectacle, Mon Bel Oranger. Voilà, on n'avait pas été sélectionnés. Et c'était il y a combien de temps du coup? C'était on avait dû faire une demande en 2019 et ensuite 2021. Et voilà, les conditions financières n'étant pas réunies, on était une équipe à ce moment-là de 6 personnes à partir. Moi, j'ai décidé qu'on n'allait pas prendre ce risque et donc que c'était pas le bon moment. Et donc ensuite, donc il y a eu un NUAC, NUAC qui est arrivé et qui était un spectacle qu'on pouvait amener à Avignon parce qu'il y a ça aussi, on crée parfois en structure, mais on sait que c'est des spectacles qu'on va pas forcément amener à Avignon. C'est possible, en tout cas dans notre cas. Et donc est arrivé ensuite NUAC, sa création. Et là, pareil, je me suis dit que ça pouvait être un spectacle vraiment très bien dans ce cadre-là, parce que NUAC, on peut le jouer partout. C'est un spectacle qui est autonome techniquement. Et donc, il avait une petite jauge. Donc, je me suis dit, allons-y. Il avait eu une très bonne réception dans notre région. Donc je me suis dit, allez, tous les feux sont au vert. Et là aussi, la première année où on a déposé un dossier, on n'a pas été sélectionné. Donc voilà, ça fait partie des grands moments de désarroi où on se dit: «Mais pourquoi?» Pourquoi on n'y arrive pas? Et donc là, cette année, on a été sélectionnés par la région Hauts-de-France pour Hauts-de-France en Avignon, ce qui nous a donné les moyens de partir dans de bonnes conditions, encore une fois, pour l'équipe et de prendre le temps, du coup, de trouver le lieu. Et donc, c'est comme ça qu'on a choisi la cour du spectateur. Et les moyens, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui vous donne comme moyen la région Hauts-de-France, le dispositif? Des financements. Mais à Ça, hauteur de combien? Je veux dire, ils vous payent quoi? L'hébergement, le transport? Non, c'est une enveloppe. Oui. C'est une enveloppe Qui est, dont on dispose comme qui est on veut. selon les spectacles ou pour chaque spectacle la même? Non, c'est selon les dossiers que l'on dépose. Et ça, c'est quand même un dispositif qui est génial pour partir parce que, encore une fois, ça nous permet de prendre en charge les salaires, la location du lieu. euh, et donc, ça enlève une grande charge mentale. Alors après, il y a quand même la compagnie hein, euh, qui doit aussi financer. C'est pas que un Ça partenaire. suffit pas pour payer tous les Non. frais du... C'est à hauteur de combien en pourcentage dans vos dépenses, tu saurais dire? Je pense que ça dépend de chaque compagnie aussi, de chaque structure. On est 10 structures sélectionnées. C'est très variable selon les équipes. Nous, ça représente, là, je dirais à peu près 60. Il faut faire les calculs un peu mieux que ça, mais je dirais 60-70% peut-être. Ouais. Il faudrait recalculer à la fin Oui, du oui, festival. ça donne vraiment un vrai coup de boost pour se lancer 60% de la...
Oui, production. Ouais. oui, 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 bien sûr. Bah, c'est pour ça que aussi on a pris le temps d'attendre parce que nous, en tout cas, la structure, on ne pouvait pas se permettre un festival d'Avignon sur 3 semaines en étant payé, nourri, logé. Enfin, finalement, ce qu'on attend de conditions normales, professionnelles, sans un soutien de l'État. Ça, c'est sûr que là, pour nous, ce serait compliqué. On est une trop petite structure pour se permettre cela. Et à l'année, même si on diffuse nos spectacles, même si on est très présent dans la région où on travaille, on fait beaucoup d'actions culturelles, on diffuse notre spectacle. Malgré tout, les prix de vente, de cession du spectacle, ne peuvent pas compenser un festival comme ça. Ça me paraît impossible. Et donc, vous êtes une compagnie basée dans le Nord, Dans les dans les Hauts-de-France, à Hauts-de-France, oui, Amiens, à Amiens, donc mais dans du la coup, Somme. à côté du tas de sable. Oui, tout à Et au fait. niveau des partenaires publics qui vous soutiennent, vous avez le département, la région, la DRAC, vous avez Oui, des alors après, partenaires? c'est assez récent, hein, ça s'est pas fait tout de suite. Ça a été d'abord un travail de territoire. On a d'abord été présents, notamment avec beaucoup d'actions culturelles. Ça, c'est un ADN très important dans la compagnie. Et puis, oui, on a créé des spectacles. Et là, donc, notre dernier spectacle, Nuac, qui est présent là au festival, c'est vraiment celui qui a, on va dire, qui regroupe en fait, voilà, tous ces partenaires institutionnels qu'on n'avait pas forcément avant. Donc, c'est le département, c'est la région, c'est aussi la ville d'Amiens Métropole, qui nous ont aidés pour la création du spectacle, oui. Eh ben, j'ai- j'aurais envie de parler un peu du spectacle, de comment tu l'as Oui, créé, de ton spectacle. Est-ce que tu peux nous dire comment... Oui, ça arrive par l'haïku, donc à la formation, on a dit en 2018-2020. Et après, quel parcours ça suit? Est-ce que tu te dis, je vais attendre un peu de financement? Comment ça se passe la production de ce spectacle, aussi bien au niveau des idées que du coup de parallèle administratif? et alors souvent quand j'ai un désir, enfin en tout cas une idée forte comme ça, je me dis: «Bon, je vais le faire». Et après je me dis: «Bon, comment je vais le faire?» Mais je pense que le premier moteur, c'est de me dire que, heu, ça va être long, mais je vais y arriver. Donc ça demande une grande croyance, je crois. Et puis, bah, oui, c'est d'abord parti de cette consigne, donc de Sylvie. Hem, on crée un haïku marionnettique et on devait partir de continents. Et donc, hem, les élèves ont choisi leur continent. Et par exemple, il y avait l'Océanie, l'Asie, donc voilà, qui avait pas mal de suffrages. Et donc, moi, j'ai choisi de travailler sur les pôles. Vraiment. Parce que j'ai toujours eu cette passion-là. Donc, moi, j'ai choisi vraiment les extrémités. Et voilà, j'étais toute seule sur, sur ce sujet-là. Et j'ai vraiment adoré ça. Et j'ai trouvé un conte d'Hélène Kérilis, La petite fille qui rêvait d'oie. Et donc j'ai associé ce conte à cette consigne. Et donc de me dire, parce que il y avait une phrase qui revenait tout le temps dans ce conte qu'Hélène avait écrit, qui est à la base un conte inuit, qui est tiré d'un conte inuit, et qui dit: «Ceux qui rêvent enchantent le ciel et font tourner le monde à l'endroit. Les Inuits le savent et traitent avec respect les grands rêveurs.»
Et cette phrase-là, elle m'a beaucoup accompagnée. Et même, dans ma vie, après, dans les moments, plus durs, je me suis dit: «Mais je» c'était comme un refrain et donc c'est dans le spectacle, c'est aussi une phrase qui revient comme un refrain et je me suis dit à la sortie de la formation, je me suis dit que j'allais en faire un spectacle et donc la scénographe avec qui je travaillais déjà, dans la compagnie, avait très envie, de m'accompagner, dans cette création et avant même de savoir qu'est-ce qu'on allait jouer, on a réfléchi au spectacle, plastiquement, vraiment en termes d'image et ça a été un très grand temps, qu'on a pris et qui là, pour le coup, on était, toutes les 2 vraiment toutes seules et donc sans soutien, voilà, c'est vraiment été une recherche et ensuite on a monté un dossier et comme on avait déjà des éléments visuels, très marqués, très forts, là moi j'ai commencé donc, à prendre des rendez-vous, à parler du projet, à rechercher qui pouvait nous accueillir, heu, qui s'est intéressé et puis, il y avait un théâtre, le Centre culturel Léo Lagrange à Amiens, hem qui m'a toujours suivie, et donc qui m'a dit: «Bah, tu vas participer à une journée de rencontres professionnelles, Théâtre Exchange, en lien avec le théâtre Massenet, à Lille» et donc à partir de là, on a fait notre première journée professionnelle et puis, on a été aussi sélectionnés, à participer, au prix, Jeune Pousse, de du collectif, Jeunes Publics Hauts-de-France. Enfin, c'est le prix C'est pour bientôt, pardon et donc avec NUAC, on a eu, le prix Jeune Pousse, justement. Donc ce qui nous a vraiment ouvert, beaucoup, beaucoup de portes. Et là, il n'y avait Heu, pas encore de spectacle, c'était vraiment un dossier jusqu'à là. Bah, il y avait l'idée donc Oui, du l'idée, je veux spectacle, dire. il y avait déjà quelques résidences, il y avait, les marionnettes qui étaient, construites, mais il y avait pas encore, tout le reste. Hem, J'avais les ébauches de musique qu'on avait commencé à travailler avec Anthony, il y avait déjà maintenant, bien 2-3 ans. Donc là, on s'est dit, «Allez, on part» et donc voilà, ça s'est fait comme ça, après, voilà, l les rencontres professionnelles, là, se sont enchaînées et donc on a pu créer NUAC, la même année, dans la région et ensuite on l'a pas mal tourné, sur ces derniers 18 mois et nous voilà à Avignon. Et du coup, la production, elle a été portée en partie par la compagnie ou vous avez réussi uniquement avec les partenaires à tenir la production, au niveau des frais engagés par la compagnie? Bah, c'est un équilibre, c'est-à-dire que forcément il y a la compagnie, Oui. ça c'est normal, enfin c'est la base. On Et vous avez réussi à avoir des coproductions, vous avez réussi à avoir ou c'était des résidences sèches, par exemple? Bah, c'était les 2. On a eu des lieux qui nous ont, accueillis sans apport financier. On a eu un peu d'apport financier. On a eu davantage de résidences, sèches, comme on dit. Mais on a essayé de faire un équilibre entre ce qu'on recevait du département, de la région, de la ville, du prix, parce que le prix, c'est aussi, ça s'accompagne aussi d'une enveloppe, hem, de la DRAC. Voilà, ça a été un équilibre, mais après je pense que comme toute création, ce sont des équilibres, à trouver, on qui sont pas toujours, évidents. Et c'est pour ça aussi que ça prend du temps. En tout cas, nous, dans notre situation, oui, pour créer, en fait, tout ce chemin-là, c'est rarement, un spectacle, on le crée rarement en moins de 2 ans. Et du coup, t'as eu envie de faire appel à des gens à différents endroits dans ta création, des regards extérieurs, Oui, 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 bah, Et ça, déjà, ça s'est fait comment? C'était au fur et à mesure ou tu avais déjà en tête dès le début qui t'allait appeler, pourquoi?
Bah, dans la compagnie, il y a déjà une équipe, donc j'avais l'idée de certaines personnes. Pour différentes raisons, ça n'a pas toujours pu se faire. Mais après, oui, ouais, il y avait, par exemple, la scénographe, on travaille ensemble depuis longtemps. Hem, Anthony, je l'avais rencontré il y avait, déjà, 2-3 ans pendant la formation, donc ça me semblait évident qu'il allait, reprendre, et continuer ce travail. Hem, Ensuite, oui, j'ai rencontré, d'abord, Céline, pour m'accompagner à la manipulation. Heu, Ensuite, on a doublé le rôle avec Rémi qui faisait déjà partie de la compagnie. Hem, voilà, pour la lumière, Maureen, nous avait déjà accompagnés sur notre précédent spectacle et après pour les regards, extérieurs, marionnettes, bah, il y a ce qu'on appelle des regards amis, de gens qui sont des amis de la compagnie, qui suivent le travail et puis, j'ai quand même demandé, oui, à une marionnettiste, que je ne connaissais pas, qu'on m'avait recommandée, d'avoir un regard aussi, voilà, ponctuel à un moment, sur des manipulations un peu plus techniques ou qui nous posaient, problème et voilà, mais il y a toujours eu un aller-retour, regard extérieur, plateau. Ça me semble essentiel, sachant que je mets en scène, mais que je joue, je manipule. Je À un moment, je suis obligée d'avoir quelqu'un, qui est à l'extérieur et qui nous fait des retours. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on continue de faire. C'est pas parce que le spectacle est créé que ça s'arrête, pas du tout. Hem, Notamment dans des moments où on a des problèmes techniques, où on sent que ça patine, où on perd en rythme, là, on a besoin d'un regard extérieur pour nous dire, «C'est à ce moment-là, là, moi, j'ai vu ça, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réajuste?» C'est toujours, c'est toujours vivant. Voilà, parce que aussi, chaque représentation est différente, chaque lieu aussi où on joue, c'est très différent. C'est pas la même chose de jouer, dans un chapiteau, au mois de septembre, pour le festival, de Charleville-Mézières, que là dans une, salle, fermée, qui est une salle de classe, transformée en boîte noire, à Avignon en pleine canicule. C'est Ça nous amène pas du tout, les mêmes difficultés. On n'est pas, c'est le même spectacle et pourtant, voilà, il y a des endroits qu'il va falloir adapter. Et du coup, sur votre prochaine création, elle a démarré juste après avoir créé Nuac, vous êtes mis tout de suite dans la création d'après, vous avez comment ça, au niveau du calendrier, comment ça s'est passé? Donc la prochaine création, donc c'est Fondre, donc un texte de Guillaume Poix et donc oui, j'aimerais, j'aimerais avoir des marionnettes, en glace, mais en petit format, heu, où on retrouverait le dispositif, d'une table, avec, un dispositif lumineux, pareil qui se gère, au plateau et idem pour la musique. Donc ça, c'est la prochaine création et non, ça s'est pas fait tout de suite après Nuac parce que, ben, en fait, moi, j'ai toujours besoin de temps, après, une création. Il y a déjà le temps aussi de la jouer, rien que ça, d'avoir une réception publique, encore une fois, de réajuster certaines choses. C'est pas immédiat, immédiat. Et puis, il faut savoir que oui, encore une fois, une création, c'est quelque chose qu'il faut porter. Aujourd'hui, on dit qu'on est porteur de projet, et donc il faut l'énergie de ça, pour que là aussi ça se passe, au mieux. Donc il faut d'abord digérer la première étape de la création qu'on vient de faire, sa tournée, sa diffusion et ensuite, ensuite je pars. Et oui, j'ai besoin toujours un peu de temps. C'est pas immédiat et puis, là, ben, là, c'est lancé.
en tout cas avec les résidences. Donc, c'est pareil, maintenant il faut trouver des partenaires, des soutiens financiers. J'ai envie de dire, c'est souvent la même histoire qui se répète. Faire les bonnes rencontres, voir si aussi le projet interpelle. Donc, sachant que là, c'est un spectacle qui parle donc de jeunes gens qui vont prendre la mer et ils vont être juchés sur des morceaux de banquise qui partent à la dérive. Et ils se sont dit qu'ils allaient sauter dessus pour gagner en fait une terre promise. Et donc on imagine que ce sont des adolescents voilà, qui sont partis pour ce long voyage. Et donc bien sûr, le problème c'est que les morceaux de banquise sur lesquels ils sont fondent. Donc je trouve que ça nous interpelle très fort aujourd'hui sur bien des sujets, hein, sur ce que c'est que de quitter son pays très jeune et de partir sur un périple quand même très dangereux, très aléatoire, d'être seul là-dedans, d'être non accompagné par des adultes, puis d'être face à une nature aussi voilà, avec une banquise qui fond. Ça nous interpelle aussi sur un chapitre écologique. Et en ça, je trouve que ce prochain spectacle fait le lien avec NUAC, où la question des ressources naturelles, en tout cas, est aussi très présente. Pardon, je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à la question, si c'était... Si, au niveau du calendrier, du coup, elle est prévue quand, votre création? Idéalement, en décembre 2027, dans un idéal. Mais encore une fois, c'est en construction. Donc, j'espère que ça va pouvoir se faire pour cette période-là. Au vu de la canicule qu'on est en train de vivre cet été, ça me semble évident que je ne peux pas sortir ce spectacle là, par exemple, sur une période trop chaude. Et par exemple, là, le temps qu'on est en train de vivre, moi, m'interpelle beaucoup. Par exemple, sur ces questions de calendrier, parce que où est-ce qu'on va jouer fondre? L'idée, c'est quand même un spectacle donc en intérieur, où on peut jouer en salle dédiée et non dédiée, mais il est évident que les marionnettes doivent quand même résister à une certaine température. Donc même si les salles peuvent être climatisées, il y a quand même des contingences extérieures. Et voilà, quand et comment on joue ce spectacle, je pense que ça va être une grosse recherche qu'on va devoir faire à la rentrée et avoir très en tête. Là, par exemple, les mois, on dit souvent juillet-août, mais même avant, mai et juin, parce qu'on a vu que là, la première canicule qu'on a eue, c'était mai. Ça devient très précoce. Et que donc, nous, c'est des questions là qu'il va falloir se poser en termes de tournée. Je ne suis pas sûre que ce soit un spectacle qu'on va pouvoir jouer fin de printemps et certainement pas en été. Et que, voilà, pour des raisons, oui, pour des convictions aussi personnelles, je n'ai pas envie qu'on surclimatise une salle et qu'on mette 4 gros climatiseurs pour dire « je joue ce spectacle là maintenant ». Si on ne peut pas le jouer dans ces conditions, eh bien, c'est qu'on ne peut pas, qu'il faut l'entendre. Voilà, je crois que ça va être un choix à faire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais envie de dire? Est-ce que tu as un espace de liberté, du coup? Est-ce que tu as envie de dire des choses de manière générale? Que là, aujourd'hui, au vu de mon parcours, j'ai longtemps pas accepté le temps que les choses doivent prendre. Et j'ai eu beaucoup de mal à accepter que parfois ça ne se fait pas, ça ne se réalise pas, ou pas dans les temps que moi j'avais en tête. Et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que voilà, ce qui compte finalement aussi, c'est
comment on va investir ce chemin. Et que oui, c'est un petit peu, ça paraît un petit peu toujours naïf à dire comme ça, mais c'est vrai que le chemin est souvent, parfois aussi riche, voire plus riche que le résultat. Et que, aujourd'hui, je travaille, beaucoup avec des amitiés, dans la compagnie. Hem Et ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Pour moi, là, j'essaye d'être entourée de personnes avec qui je sais, que ça va bien se passer. Parfois, il y a des rencontres, ça ne matche pas, on sent qu'on n'est pas au même endroit et c'est pas grave et on accepte que ça ne se fait pas et voilà, on conserve les joies de vivre. Ça me paraît, essentiel, notamment dans le monde dans lequel on évolue. Et est-ce que si tu avais quelque chose à dire à un ou une jeune qui sort, par exemple, du bac, option théâtre, et qui regarde cet entretien et qui se dit, moi j'ai envie de faire de la marionnette, est-ce que toi tu dirais quelque chose, ou à toi-même à cette époque-là, ou à quelqu'un qui arrive, de lui donner des conseils, un endroit où aller regarder, ne pas oublier quelque chose? C'est joli comme question. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il peut y avoir des endroits de peur, d'échec et éventuellement d'effondrement, mais c'est pas grave, crois en toi. Si tu as envie de le faire, fais-le. Il y a pas une manière de faire, il y en a plusieurs. Hem, ça me paraît, très important. Hem, si on ne t'ouvre pas la porte, passe par la fenêtre. Si on t'ouvre pas la fenêtre, passe par la cheminée. C'est pas grave. Essaie, rate, recommence. C'est pas grave et ne pas oublier, ça aussi, parce qu'on peut avoir tendance à ça ou en tout cas moi j'ai eu, tendance à ça, à oublier le plaisir à faire, dans des moments, voilà, ou des moments où on est très bloqué, sur des, questions, oui, financières ou techniques voilà, on va trouver des solutions. Ça va aller, ça va se faire et oui, j'aurais envie de dire ça, croyons en nous. Eh bien, Noélie Morisot, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Les marionnettistes font comme ça. Les programmatrices font comme ça. Les chargés de diff font comme ça. Les régisseurs